Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonsoir DMJ. Ça fait longtemps que j'écoute tes histoires. Et aujourd'hui, j'ai eu le courage à vouloir expliquer la mienne, à vouloir raconter la mienne. D'abord, je suis un Camerounais et l'histoire, c'est mon histoire. Quand j'étais encore au lycée, je faisais la classe de seconde. Et comme nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous voulons avoir la vie facile, quoi. L'argent facilement. Du coup, je vivais avec mon père. Parce que déjà, il faut rappeler que mes parents ne sont plus ensemble, quoi. À cette époque-là, ils n'étaient pas ensemble. Je vivais avec mon père et la vie était un peu difficile, mais ce n'était pas au niveau où un enfant pouvait vouloir la vie facile, avoir cet esprit-là. Et il faut rappeler que j'avais 14 ans à cette époque. Du coup, comme les téléphones Android à cette époque-là, je peux dire que c'était en 2016, 2017. Et à cette époque, comme les téléphones Android aujourd'hui sont devenus faciles pour les enfants, aux gens, le téléphone Android est venu faciliter la recherche à certains secteurs aussi qui sont venus s'installer sur les réseaux sociaux afin d'ouvrir la possibilité à certains d'entrer dans les loges. Je me suis levé un matin, moi j'avais un téléphone Android quand même, téléphone Android que mon père me l'avait acheté après ma réussite au brevet. Et du coup, je faisais mes recherches sur comment entrer dans une loge, comment entrer dans une secte. Du coup, je suis tombé sur le numéro, sur un monsieur. Le monsieur m'a dit que il devait en effet m'initier à une secte, quoi. Voilà. Et pour moi, c'était très intéressant car tout ce que je voulais avoir, c'était de l'argent. À 14 ans. Le monsieur m'a d'abord demandé mon âge, mon prénom, tout. Je lui ai pas donné tout mon prénom, je lui ai donné juste une partie de mon prénom et après, il m'a dit bon, tu es un petit, tu es un jeune, tu es ambitieux, mais la loge c'est une loge. Bon, moi d'abord je lui ai dit, puis dis-moi, monsieur, dites-moi les conditions. Si ça m'arrange, j'entrerai dans votre truc. Et le monsieur m'a dit que ok, je devais choisir
Parmi les conditions, il y avait une condition dans laquelle il me disait après chaque 3 ans, il devait faire des sacrifices humains. Et il y avait une autre condition dans laquelle il me disait, euh, on va t'attacher, on va t'initier avec un serpent. Ce serpent te produira de l'argent, mais tu devrais vivre avec ce serpent. Et l'autre condition, c'était que soit tu devais vendre ta fertilité, et il y avait une autre condition. Je me rappelle plus trop en fait, mais il m'a tout expliqué, tout. J'étais d'accord avec lui. Maintenant, le monsieur en question, il me demande de payer, d'où je suis de payer des habits blancs et un sac, un sac, et un gros sac, quoi, un gros sac, et des bougies rouges. Et dès que je paye cela, je lui fais signe. On va procéder à mon initiation avant on ne se rencontre. Je lui ai dit ok, j'étais d'accord, j'étais prêt, je me rappelle à cette époque, je savais qu'il y avait toute la détermination que je plongerais. Et après 3 jours, et le truc c'est que comme j'étais au lycée, je peux dire, je faisais la classe de seconde. Et vous savez, parfois la vie du lycée, même l'argent pour payer les habits blancs que le monsieur avait demandé et les bougies là, je n'avais pas. Ce qui faisait que ça tardait un peu. Voilà. C'est comme ça qu'un matin, je me lève pour aller à l'école. Je crée une excuse pour arnaquer de l'argent à mon vieux, quoi, pour pouvoir me procurer cela. Et du coup, comme mon vieux, c'était du genre, on se voit le matin, et si j'ai besoin peut-être de quelque chose, je passe chez lui, je le salue, et je remonte dans ma chambre, je m'apprête tout, je pars. Ce jour-là, je viens, je le salue, je vais demander de l'argent, je devais, d'après mon plan, quoi. L'argent pour, j'avais créé une excuse, genre on demandait un truc à l'école, j'avais besoin d'argent urgemment, chose qu'il ne devait pas d'abord me donner, mais c'était ma seule option. Mon vieux, il me dit, viens, assois-toi là. Quand je m'assois, il me dit que cette nuit, il a fait un songe dans lequel je suis devenu fou. Là, mon cœur commence à battre. Le vieux me dit, oui, j'ai fait un songe, je suis devenu fou, tu étais en train de marcher partout, tu étais fou. Tu m'avais mis la honte, sois prudent. Et malgré tout, il ne m'a pas donné l'argent dont j'avais besoin, mais ce jour-là, il m'a quand même donné quelque chose. Il m'a donné un peu d'amour paternel. Et ce soir-là, ce matin-là, et je suis parti à l'école avec toute la peur. Je réfléchissais, vu que j'étais aussi un enfant éveillé, quoi. Un enfant qui croit au songe et autres. Je me suis dit dans mon cœur, mais regarde ce que je suis sur le point de faire, et à l'instant, mon vieux me dit qu'il a fait un songe, je suis devenu fou. Ça veut dire que ce monsieur ne compte pas me donner ce que je veux, il compte plutôt me sacrifier ou me lancer de la folie. Voilà ce que je me suis mis en tête, et je l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué, après, je sais pas trop, vu que mon profil était encore sur Facebook, et je l'ai bloqué, je sais pas comment elle a fait pour me contacter. Il m'a encore contacté avec notre numéro pour dire tu as fait comment, il me contactait tout.
J'ai vendu mon téléphone et mon Android que j'avais en ce moment. J'ai fui les réseaux et je me suis barré. Donc la moralité de l'histoire, c'est quoi? Mes chers jeunes d'aujourd'hui, mes chers frères d'aujourd'hui, s'il vous plaît, la vie facile, l'argent du diable ne dure pas, ça ne dure pas, pas du tout. Et ne soyez pas, ne cherchez pas à entrer dans les loges, car euh, lorsque vous voulez entrer dans les loges, on peut, on peut, on peut ne même pas vous donner ce dont vous avez besoin et on peut juste vous sacrifier, quoi. Donc, vous pouvez arriver là et on vous sacrifie, on vous prend comme un objet. Parce que d'après mon analyse, je pense que c'est ce que ce monsieur aura voulu faire. Ok, merci, monsieur DMG. J'espère que vous publierez mon histoire. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG TV. Je voudrais tout d'abord te dire merci pour ton émission parce que c'est une émission qui m'éveille beaucoup depuis un certain temps. Depuis que je te suis, je suis beaucoup éveillé et je comprends sincèrement que nous vivons avec le mal. Nous vivons avec le mal dans nos maisons. Cette émission me plaît. Ce que je vais dire, c'est de partager et de liker, sincèrement. Alors, mon histoire est peut-être longue. Tu vas m'excuser de ne pas être cohérent parce que je ne sais pas souvent trop raconter les histoires. Il y a de cela 8 ans aujourd'hui que mon papa est décédé. Avant que mon papa ne décède, mais mon grand frère, l'aîné de chez nous, il s'est marié. Il était le premier même à se marier. Il s'est officiellement marié. Je voudrais tout d'abord te dire que mon papa refusait complètement ce mariage. Il a refusé le mariage, mais la femme a tout fait pour que ce mariage soit. Et ce mariage fut. Après le mariage, cette femme a tout fait. Quand elle dit tout fait, c'est vraiment tout fait pour se faire aimer. Pour se faire aimer par le papa, par la mère, par nous, les frères et les sœurs de son mari. Et DMG, je ne veux pas te mentir qu'elle était aimée. Ce qui fait que quand il y avait un problème dans la famille, nous on ne posait même pas le problème au père, on ne posait pas le problème à la mère, mais c'est chez cette femme, bien chez notre grand frère, que nous on allait poser le problème. D'une manière ou d'une autre, on résolvait le problème comme elle résolvait le problème comme elle pouvait. Mais il y avait trop de Congossa dans la famille. Le Congossa, c'est le commérage. Le commérage, c'est-à-dire que tel a dit que tel n'a pas dit que. Donc il y avait un désordre dans notre famille. Chaque fois qu'un enfant de nous faisait une chose qui n'était pas bien, le père, qui était déjà vieillissant, était au courant avant même que certains frères ne soient au courant. Donc elle l'avait déjà colporté, elle avait déjà dit au père, oh, telle personne a fait ci, oh, telle personne n'a pas fait ça, oh. Et comme nous étions pauvres foirés, de temps en temps, elle dépannait le papa, elle lui envoyait un peu de petits cadeaux, elle lui envoyait de l'argent. Donc ce qui fait que le père, notre père même l'avait déjà copté, l'avait déjà accepté par rapport à nous. DMG, avec tout ce désordre-là, un jour j'ai une grande sœur aussi qui décidait de marcher, de sortir de marcher. Et chaque fois qu'elle marche, on lui dit que le problème de votre famille, c'est la femme de votre frère. Parce qu'elle marchait avec les photos, on dit que celle-ci n'est pas une bonne femme. Celle-ci n'est pas une bonne femme, elle est le problème de votre famille. Et notre sœur, dont je viens nous dire que notre problème, c'est telle personne. La femme de frère, on dit non, comment tu peux dire des choses comme ça? La femme là qui est gentille, la femme là qui est sociable, la femme là qui nous résout les problèmes ici et tout. Pam, voilà donc le père meurt. Il est mort. Le père est mort d'une mort pour nous naturelle. Il y a une de mes petites filles,
Je l'appelle petite fille parce que c'est la fille de ma grande soeur et c'est moi donc qui ai succédé au papa. C'est moi qui ai succédé à notre père. Elle m'appelle grand-père. Elle vient et comme je suis sociable, je joue beaucoup avec ces enfants-là. Elle avait 11 ans par là. Elle vient me dire grand-père. Un jour en cause. Elle dit grand-père. C'est moi qui ai. Je connais ceux qui ont tué grand-père, le grand-père original. Je dis hein. Elle me cite les gens qui ont tué grand-père. Parmi ceux qu'elle cite, elle cite la femme de mon grand frère. Et que c'est la femme de mon grand frère qui est aux commandes. Que c'est la femme de mon grand frère qui l'a fait sortir la nuit. Et c'est la femme de mon grand frère qui a fait sortir donc tous les enfants de notre famille qui sont nés chez elle sortent. J'ai dit, hey, tu me racontes même quoi comme ça dans l'enfance? Elle me demande que grand-père, comment tu n'arrives pas à comprendre? Je dois vous rappeler que je suis un gars de 40 ans et l'enfant a 11 ans. Donc elle me demande que ouais, comment tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire? Je te dis que c'est elle, la femme du grand frère qui nous fait sortir toute la nuit, elle nous amène, c'est elle qui a tué grand-père. DMG, c'est passé dans mes oreilles comme si ce n'est pas passé. La deuxième confirmation, parce que ma grande soeur avait déjà parlé de ça, donc moi je suis un incrédule, comme tu entends, je ne crois pas. Et l'enfant encore est en train de nous dire la même chose. Ah! Le temps passe, on est en train de vivre toujours, on vit, il y a des problèmes, on lui pose plus, on commence à lui poser de moins en moins nos problèmes. C'est elle qui se lève dans la famille, elle dit que tout le monde est en train de dire qu'elle est sorcière. On dit dans la famille qu'elle est sorcière, on dit dans la famille qu'elle est sorcière. Un jour, je suis en train de causer avec une de mes petites filles. Toujours. Ma petite fille là me dit que papa, grand-père, telle là, c'est la femme de mon grand frère. Elle est venue elle est venue dans la nuit. Elle a une grosse voiture parce que dans la nuit, elle a une grosse voiture. Elle a des maisons. Elle a des grandes maisons, une grosse voiture. Elle est très belle dans la nuit. Elle est venue là. Comme je n'ai plus envie de marcher avec elle, elle est venue là dire hein, tu ne veux plus marcher avec moi, n'est-ce pas? En tout cas, voilà vos diplômes. Elle a balancé dans la cour de la maison tous les diplômes. Elle a jeté les diplômes. Elle a dit en tout cas, on va voir. On va voir. Elle s'adresse comme ça à ma fille, à ma petite fille. Et, hein, en tout cas, on va voir. Comme tu as décidé de ne plus marcher avec moi, d'aller seulement à l'église, on va voir ça. Elle a donc balancé les diplômes dans la cour. Il dit que, donc elle est venue dans la nuit, elle a jeté les diplômes. Elle dit oui, elle a jeté les diplômes. Il reste seulement. Car tu sais que les choses qui se passent dans la nuit, tu n'as pas les yeux pour voir les choses de la nuit et tout. Je reste seulement tranquille. Quelque temps après, c'est la petite soeur de celle-là qui vient me voir. Je dois d'abord te dire avant que elle a fait ça en majorité aux enfants de ma grande soeur parce que ma grande soeur là était, il veut dire même bête. Donc chaque fois qu'elle accouchait, c'est la femme de mon grand frère qui partait rester chez elle, laver les couches, masser le ventre. Elle était là, c'est elle qui portait l'enfant, c'est elle qui se faisait passer pour la bonne femme et tout. Donc quand tu vois une femme qui vient te soutenir à l'hôpital, te soutenir dans tous les petits problèmes, tu ne peux que t'attacher à elle. Et donc ma grande soeur s'est attachée à elle, c'est comme ça qu'elle a gâté tous les enfants de ma grande soeur. Donc c'est le deuxième enfant de ma grande soeur qui vient encore me dire que papa, parce que je ne travaille pas depuis 2 ans. Elle vient me dire pas, tu sais pourquoi tu ne travailles pas? J'ai dit ok. Moi je sais qu'on m'a demandé d'arrêter le travail. Elle dit non, si tu ne travailles pas c'est parce que nous on a voulu te tuer. Et moi j'ai dit que non, on ne te tue pas. Parce que si on te tue ce n'est pas bon. Mieux on te fait laisser le travail. Mieux tu ne travailles plus parce que quand tu travailles, je lui demande donc, mais pourquoi vous ne voulez plus que je travaille? Elle me dit non, parce que quand je travaille, j'aide trop les gens. Je lui dis que non, c'est la seule raison. Elle me dit oui, tu aides trop les gens quand tu travailles. C'est pour ça que dans leur réunion là-bas, avec la femme de mon grand frère, eux, ils ont voulu me tuer. Mais elle a refusé qu'on me tue. Elle a plutôt dit qu'on doit me chasser du travail. DMG, je reste comme ça, je suis dépassé. Je suis dépassé. Donc les enfants là me parlent souvent de ces choses et eux ne vivent pas avec moi. Quand ils viennent chez moi, eux ils veulent seulement dormir avec moi. Je ne sais pas comment je peux me repousser les enfants. Ils me parlent de ces choses et de ces choses. Un jour, on a appelé un prêtre exorciste chez nous.
Le prêtre, il y avait un serpent qui se baladait dans le plafond. Je ne sais pas si c'était le serpent, mais on avait... Donc, imagine, toi, tu es dans la maison, il y a des grands bruits dans le plafond. Tu es couché dans la chambre comme ça, tu entends dans ton plafond, boum, on s'est battu à appeler un prêtre exorciste. Le prêtre exorciste a arrêté un petit serpent. J'ai dit un petit serpent. L'enfant vient me dire, grand-père, oui, c'est le serpent là, ici. Je lui demande que quel serpent. Elle dit que le serpent qui fait souvent les bruits là, au plafond, là, non. Voici ça ici là. Qui a mis le serpent? C'est la femme de mon grand frère. Ah. Aujourd'hui, nous avons donc fait une messe. On a fait une messe d'action de grâce. On a appelé un prêtre, puisque chaque fin d'année, on fait la messe d'action de grâce pour le... On fait la messe d'action de grâce pour le père, l'autre père qui était mort. Et il y a un des enfants, deux d'enfants qui ont dit qu'ils veulent parler. On leur dit oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Elles ont dit au prêtre qui disait la messe que elles sont sorcières. Elles sont sorcières, elles sortent la nuit. Donc pendant que les gens sont en train de dormir là, elles sortent, elles partent nuire aux gens. Il y a l'autre enfant de 13 ans, elle dit qu'elle est mariée. Dans leur monde là-bas, elle est mariée. Son mari est brun. Elle a une grande maison. Elle a un enfant. Et son mari, c'est un monsieur brun. Elle a ses voitures. Donc là-bas, elle est tellement bien. Maintenant, ce que cet enfant-là m'a demandé à moi personnellement, dit, grand-père, je ne veux plus partir là-bas. Je ne veux plus ça. Pardon, fais en sorte que je sorte de là. Et je ne veux pas te mentir, DMG. Tout le monde, donc tous ceux que j'ai rencontrés, disent que cette femme-là, donc la femme de mon grand frère, qu'elle est tellement puissante parce qu'elle a l'esprit de l'eau. Donc quand elle fait ces choses, elle part cacher dans l'eau. Et on dit que pour prendre les choses de l'esprit de l'eau, c'est compliqué. Sa force, c'est dans l'eau. Nous, on l'appelle même dans la famille de la reine des eaux. Donc elle est puissante. Et pour elle, c'est tellement puissant parce qu'elle cache ça dans l'eau. Et elle a hérité ça de sa mère qui avait hérité ça de sa mère. Donc sa mère qui était à Dedo a gâté tout. Même dans leur famille, on sait qu'elle est comme ça là. Nous donc qui ne savions pas, nous qui sommes les beaux, qui ne savions pas qu'elle était comme ça, nous l'avons embrassée et nous lui avons ouvert notre ventre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir parce que même nos propres enfants aujourd'hui disent que grand-père, je ne veux plus ça. J'ai envie de sortir. Je ne sais pas comment je vais faire pour sortir. Chaque fois qu'on sait que j'ai causé avec vous, que je ne suis que... Donc, si vous avez fait quelque chose de bien et que je ne suis pas allé trahir, on va me fouetter. Pourquoi je n'ai pas dit? Pourquoi je n'ai pas dit? J'ai aussi à mon petit niveau marché partout où je peux marcher. Beaucoup de gens me disent que c'est difficile, qu'ils n'arrivent pas à faire sortir mes enfants des entrailles de cette femme. Donc, DMG, la chose que j'ai envie de te demander, pardon, peut-être dans l'émission, tu as trouvé, il y a peut-être des personnes qui se proposent souvent d'aider d'autres personnes. Si c'est ça, dans le commentaire, j'attends dans les commentaires si je peux avoir une proposition. Maintenant aussi, je voudrais dire à toutes ces personnes naïves qui n'ont que leur cœur pour aimer, qui ouvrent leur cœur, faisons trop attention à ces gens qui viennent dans nos familles et qui nous montrent qu'elles sont trop gentilles, elles sont trop bien, elles sont trop polies, elles sont trop. Régulièrement, elles nous montrent les dents en journée, mais dans la nuit, c'est les veines, c'est le venin. Dans la nuit, c'est le venin qu'elles nous versent. Voilà mon histoire vraiment. Je demande en même temps de l'aide. Je suis un jeune successeur qui a envie de libérer la famille, mais qui est sous les entrailles de cette femme de mon grand frère. Et même mon grand frère, si tu tentes de lui dire que sa femme est compliquée, il peut même te tuer. Parce qu'il ne peut pas croire. Il est tellement attaché à sa femme, il est tellement. Donc partout où on va, on ne peut même pas lui dire. Nous-mêmes, nous sommes déjà d'une manière séparée de notre grand frère parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas lui dire, que nous évitons même de lui dire. Dès que tu lui dis une chose, le lendemain, sa femme est déjà au courant. Donc prière, si vous pouvez vraiment m'aider, ça va nous faire beaucoup plaisir. Et comme je disais tantôt, évitons de prendre les gens de l'extérieur, les femmes que nous partons chercher là, ou les hommes que nous amenons dans nos familles.
ils ne sont pas toujours nos frères. C'est des personnes qui sont vraiment beaucoup méchantes. Donc voilà mon histoire. Partagez, likez et merci beaucoup pour ton initiative, DRG. Je te reviens dès que possible. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG. Bonjour également toute la communauté de DMG. Je vais raconter une histoire vécue toujours par moi-même, comme je disais que j'allais revenir pour raconter une autre histoire. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui est celle que j'ai vécue durant mon parcours scolaire. Après avoir été malade et que je me suis fait traiter, les choses ont repris leur cours. J'ai recommencé à fréquenter. J'étais dans un lieu de lycée technique ici au Gabon. J'apprenais. Donc c'est comme ça qu'un jour je dors. Je crois que j'étais en première année. Non, oui, en première année. Je dors, je fais un rêve là où je me retrouve en train de passer le bac. Parce que moi j'étais en enseignement professionnel. J'ai passé le bac. C'est là où je me suis réveillée. J'ai dit, peut-être, il se peut que dans les jours à venir, je vais passer le bac. Pour moi, ça n'était même pas dans mes idées de passer le bac. J'ai fait mon parcours et j'ai terminé le parcours. Puisque là-bas, c'était 4 ans. Tu termines, tu soutiens. Après, tu peux vaquer maintenant à tes occupations et chercher le travail. C'est comme ça que les 4 ans sont arrivés. Au terme des 4 ans, il y a une société pétrolière qui est venue nous solliciter. Puisque j'étais en fin de cycle. Donc la société est venue nous solliciter. J'ai postulé ma candidature. Puisqu'ils demandaient à ce qu'on puisse postuler. J'ai postulé. Et la même année qu'ils sont arrivés, j'étais censée passer l'examen pour clôturer l'année parce que le système de l'enseignement professionnel du lycée technique demandait à ce que tu passes la première, deuxième, troisième année et au sortir de la 4e année, tu devais faire rédiger un rapport, soit tu partais en stage, soit tu partais en stage et au sortir des stages, tu devais soutenir. Donc c'est comme ça que j'ai passé l'examen et en passant l'examen, j'ai raté l'examen. Mais malgré ça, j'avais déjà postulé pour l'école de pétrole parce que je faisais une série industrielle, dans la plomberie industrielle, c'est ce que je faisais. Donc c'est comme ça que, en ratant l'examen, la société pétrolière là m'appelle. Ils veulent que je vienne passer le concours et autres, mais moi en retour je leur fais comprendre que je n'ai pas eu l'examen vu que c'était sous réserve d'examen. Ils me disent non, il n'y a pas de souci, le profil les intéresse. On était 4 dans ma salle de classe qu'on avait retenu 4. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Même ceux aussi avec qui j'ai passé n'avaient pas aussi un examen. Nous sommes allés, j'ai passé l'examen, c'était en 2 étapes. À l'écrit, et si tu gagnais l'écrit, tu passais l'entretien. C'est comme ça que je m'en vais. Je passe l'examen en question, le test à l'écrit. Je gagne à l'écrit. Une semaine après délibération, j'ai gagné. Ils m'ont appelé que oui, tu as été retenu pour l'entretien, que tu es prié de passer au centre-ville là-bas, à l'immeuble. En tout cas, l'immeuble pétrolier, il y a une immeuble pétrolière pas loin de la place de l'Indépendance. Donc j'étais censée être là-bas à 8h. Parce que quand ils m'ont appelé, on était à samedi. Et ils m'ont dit non, tu dois passer mercredi 8h. Même mercredi 8h là, j'ai pris mes claques, je suis partie au rendez-vous. Quand j'arrive, on demandait toutes les petites formalités, pièces d'identité et autres, je donnais. Je suis arrivée. Quand j'arrive, c'est le directeur de l'immeuble là. C'est le directeur qui me reçoit, qui me fait passer l'entretien. Et comme la société là n'était pas basée à Libreville, c'était basée à Port-Gentil. Donc il fallait partir à Port-Gentil et être en fait en tout cas tout se passait sur Port-Gentil. Et comme eux ils n'avaient pas de logement, ils m'ont demandé si j'avais un parent sur Port-Gentil. J'ai dit oui. J'ai des parents là-bas puisque je suis en quelque sorte un peu de cette province et j'ai aussi une belle sœur qui est là-bas, donc la petite sœur a mon petit ami qui vit là-bas. C'est comme ça qu'ils m'ont demandé de donner le numéro de la personne pour avoir plus d'assurance. Je donne le numéro de la belle-sœur en question. Ils ont appelé sur le coup. La belle-sœur a confirmé que oui, effectivement, elle vivait sur Port-Gentil et qu'elle y travaillait. C'est comme ça qu'ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on va te rappeler.
Je suis quittée de là. Quand je rentre à la maison, je dors la même nuit. Je fais un rêve là d'où je vois une femme vêtue de noir. Elle était voilée de la tête aux pieds, ce qui fait que je ne pouvais même pas distinguer un membre de cette personne, mais c'était une femme. Elle me parle de dos, donc de telle sorte que je suis derrière elle. En me parlant, elle me fait comprendre que... Mais finalement, c'est la dame qui me dit dans le rêve que... Mais finalement, toi, tu joues à quoi? Tu penses que tu es meilleur que qui? Quand tu vas te permettre de vouloir faire ce que tu fais, de toute façon, il faut que tu saches que ta vie est vouée à l'échec. Mets ça bien dans ta tête, ta vie est vouée à l'échec. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Je banalise. Quand je me réveille, j'explique à mon ami, je lui explique, ah, voici ce que je lui est arrivé. Bon, il me dit, mais il faut prier. Mais moi, je ne considère pas ça. Je me dis, bon, c'est un rêve comme tous les autres. Quand on délibère, finalement, on ne m'appelle pas. Et ceux avec qui j'avais postulé, les 5 autres de ma classe, ont eu, je suis la seule qui n'a pas été sélectionnée. Même les certains surveillants qui nous surveillaient pendant l'écrit, ils étaient même étonnés que comment se fait-il que la fille là n'a pas été sélectionnée, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourtant elle a été retenue jusqu'à l'entretien, elle avait des bonnes moyennes à l'écrit, comment se fait-il qu'elle n'a pas été retenue? L'entretien c'est même pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a banalisé. Les autres m'ont dit ça, mais les encadrants là ont cherché. Mais je dis bon, de toute façon c'est Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai laissé tomber. La deuxième année encore, puisque je n'avais pas eu l'examen, la deuxième année je repostule maintenant pour l'examen. Je refais le même rêve. À un moment donné, je sens que là ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. J'ai commencé un peu à chercher un peu dans les églises et voir un peu ce qui n'allait pas là. J'ai trouvé un monsieur qui me suit aujourd'hui spirituellement, un monsieur de l'église, qui me suit jusqu'aujourd'hui. J'essaie de l'expliquer un peu certaines situations que je traversais. On s'est mis à prier. Et l'année qui a suivi, j'ai passé l'examen, j'ai fermé ma bouche. Je ne partais même plus à l'école, je l'ai passé en tant que candidate libre. J'ai fermé ma bouche, j'ai eu l'examen. En ayant l'examen, je n'ai plus fait ce rêve-là. Et comme je disais tantôt dès le début, j'avais fait un rêve là-haut, parce que la majorité des rêves que j'ai fait, c'est en quelque sorte les rêves de prémonition, s'il faut dire ça comme ça. Ça m'avertit de certaines choses qui vont arriver, ou encore, en tout cas, à tous les coups, ces choses-là finissent par arriver. Donc, comme je disais, j'avais fait le rêve où je passais le bac. Vu que j'avais déjà terminé avec la première séquence de l'examen, j'ai dit bon, en attendant que je trouve l'emploi, au lieu que je reste assise à la maison, je continue les études. Je me suis inscrite en cours du soir pour passer mon bac. IMG, la première année quand je passe le bac, je fais le rêve, puisque j'étais en cours du soir. Je me suis juste fait inscrire à l'école, mais je ne partais pas à l'école. Je faisais les cours, j'allais dans un prépa. Puisque j'étais au lycée technique, donc quand c'est la fin des classes de terminale, là, il n'y a pas trop de rigueur. Donc je me suis fait inscrire. Et quand je passe l'examen, à la veille toujours de la proclamation, parce que ces rêves-là, je les fais toujours à la veille, je revois la même femme qui me dit, ben toi, apparemment, tout ce que tu fais, tu penses que tu peux te cacher de qui? Tu penses que qu'est-ce que tu fais à qui est caché là? Donc quand je te parle, tu n'écoutes pas, je te dis que tout ce que tu feras sera voué à l'échec. Et dans le rêve, je vois comment mon nom est sorti parmi l'office du bac. Mais après, elle vient, elle gomme, elle efface mon nom sur la liste. Quand je me réveille, je dis, ah, qu'est-ce que c'est? Effectivement, quand on délibère, je ne suis ni admissible, ni d'office. Parce que là, je dis, non, là, ça recommence encore. Et j'ai remarqué que quand je fais quelque chose et que j'en parle, ça ne voit pas le jour. C'est quand je ferme ma bouche que je le fais en secret, rien qu'avec mon petit ami. C'est là où ça voit le jour. Et tout ce que j'ai eu aujourd'hui, là, c'est toujours par la force. Je ne gagne, en fait, il n'y a pas quelque chose que je veux dire que bon, je veux faire comme tout le monde, puis ça va arriver. Il faut toujours que je m'y mets et que je débourse de l'énergie dans ça. Donc c'est comme ça que l'année qui a suivi, j'ai fermé ma bouche, comme je disais aux parents que bon, je ne fréquente plus, je suis à la maison. Non, mes parents me parlaient, être chez un homme n'est pas synonyme d'avoir tout ce qu'une personne peut avoir. Tu peux rester là, tu ne parles pas à l'école, tu fais rien. J'ai dit non, je parle pas. Mais entre-temps, je partais à l'école, mais sans que personne ne sache.
puisque la première année, j'étais déjà inscrite dans un prépa, mais j'étais de temps en temps, quoi, s'il faut dire élève fantôme, je venais quand c'était un peu des matières un peu embêtantes, je venais, je portais la tenue, je partais. Mais la deuxième année, j'ai carrément coupé les ponts avec l'école. Je ne partais pas, si ce n'est que dans mon prépa. Et Dieu merci, le prépa dans lequel j'étais, c'était aussi un prépa d'un monsieur chrétien. Donc, avant de commencer les cours, on priait, on donnait des travails de jeunes aussi. Et c'est comme ça que j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu le bac, vraiment, ça fait jaser parce que je suis, comme je disais, dans le ventre de ma mère, nous sommes 7. Je suis la première, avant-dernière enfant de ma maman. Je suis la première à avoir amené le bac devant tous mes aînés. Je suis la toute première. Après, mon petit frère a suivi. Et dès que j'ai eu le bac, il y a eu des diplômés après moi. Une fois que j'ai eu le bac, il y a eu des diplômés. C'est comme si c'était moi qui suis venue ouvrir les opportunités de réussite à mes frères et sœurs. En fait, mes frères et sœurs, mes nièces et neveux, derrière moi. Mon petit frère a eu le bac, mon neveu a eu le bac, l'enfant de ma grande soeur a eu le BPC. Et les enfants font maintenant l'école depuis que c'est le constat que j'ai fait depuis que j'ai eu le bac. Mes nièces et mes neveux là se sont réveillés, ils font les études. C'est comme s'il y avait quelque chose qui les empêchait d'avancer et que je suis venue rompre ça. Donc c'est un peu ça. Jusqu'aujourd'hui, je continue les études. Je terminais, je suis allée jusqu'au supérieur. Je suis presque à la fin du supérieur. Donc c'est un peu ça mon histoire. Et la dame en question voilée, j'ai une petite idée de cette dame-là. Bon, je préfère garder ça comme ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, comment vous allez? Alors aujourd'hui, je viens vous raconter mon histoire, l'histoire que j'ai vécue très récemment, il y a quelques mois de cela. J'étais partie à Kaolack au mariage de ma cousine. Kaolack, c'est une région qui se trouve au Sénégal. J'étais partie, j'avais fait là-bas 3 jours. Au 4e jour, j'étais sur l'arrêt-bus de Kaolack pour partir à Dakar, pour rentrer, vu que je suis dakaroise. J'étais sur l'arrêt-bus, il n'y avait pas de voiture qui passait. Je suis restée de 10h du matin à 14h. J'avais pas de bus qui partait à Dakar. J'étais aussi avec des gens aussi qui attendaient des bus pour partir dans d'autres régions, mais il n'y avait pas. Parce que dans cette époque-là, il y avait une sorte de pèlerinage au Sénégal. Chaque année, il y en a. Cette pèlerinage s'appelle Magal de Touba. Donc, presque la moitié du Sénégal, ils partent là-bas, dans une ville qui s'appelle Touba. Donc, toutes les voitures, les bus, les transports en commun, tout était parti là-bas. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de bus pour aller à Dakar. Je ne me suis pas découragée. J'ai attendu jusqu'à 14h. J'ai eu une petite voiture qui allait à Mbour. Il me dit, Madame, tu vas où? Je lui ai dit, je pars à Dakar. Il dit non, lui, il part à Mbour. Mais je peux venir pour qu'il me réduise la route. J'ai dit, ok. Je suis montée. Il m'a fait descendre à Mbour. Et quand je suis descendue à Mbour, j'attendais aussi une autre bus pour aller à Dakar. Vu que Mbour et Dakar, ça fait environ 2 heures de temps de voyage. J'ai attendu, environ 40 minutes. Il y a un homme qui est venu vers moi. Il me salue, ça va madame, je le salue. Il dit, je vous ai vu de loin. Vous partez où? Je lui ai dit, je pars à Dakar. Et toi? Il dit, lui aussi, il part à Dakar. Mais il a patienté, il n'a pas vu de voiture. Je lui ai dit, oui, c'est normal, toutes les voitures sont parties à Touba. Il a dit, attends, je vais appeler mon chauffeur. Vu que je ne voulais pas amener mon chauffeur à Dakar, mais je suis obligée de l'appeler je vais obligée de l'appeler pour qu'il me conduise à Dakar, vu qu'il n'y a pas de bus. Je vais vous amener, il n'y a pas de souci. Je l'ai remercié. Après, il y avait une dame derrière qui
qui était venu. Ça va, monsieur, je vous ai entendu dire que vous allez à Dakar. S'il vous plaît, vous pouvez m'amener. Le gars lui dit, désolé madame, le chauffeur, il est avec 2 autres personnes. Donc, si nous 2 nous entrons, la voiture sera pleine. Attends, je vais vous donner une billet. Comme ça, vous allez prendre une autre voiture. Il a sorti une billet de 10 000. Il a donné à la dame. La dame, elle était très contente. Et quelques minutes après, le chauffeur était venu. Mais ce qui m'a paru bizarre, le chauffeur était seul. Il n'y avait pas de gens dans la voiture. Je lui ai dit, toi là, pourquoi tu as dit à la dame que la voiture sera pleine? Il m'a dit non, parce que je ne connais pas la dame. C'est pour cela que je ne lui fais pas confiance. Je lui ai dit, toi aussi, tu ne me connais pas? Donc là, toi, tu as comploté avec ton chauffeur. Vous avez organisé votre kidnapping là pour me kidnapper. Non, 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 vous avez menti. Là où je me trouve là, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Je vais pas mourir. Allez, partez. Mais quand le monsieur m'a regardé, il m'a dit, hé, entre dans la voiture. DMG, j'étais comme hypnotisée. Je suis entrée. Moi là, qui a tellement la bouche, j'étais calme comme une enfant de 2 ans. J'étais dans la voiture roulait un instant. C'est comme si on m'a réveillée. J'ai commencé à prier dedans, à prier intérieurement, prier. Le gars m'a dit, pourquoi tu pries? Moi, je ne vais pas te manger, je ne vais pas te kidnapper. Pourquoi tu pries? J'ai dit, non, je ne prie pas, c'est bien. Fais-moi confiance. Allons-y, fais-moi confiance. J'ai dit, ok. Il roule un instant. Il change de direction. J'ai crié au chauffeur, pourquoi tu changes de direction? Vous voulez me kidnapper ou quoi? Le gars dit, calme-toi. On part dans une maison, la maison du chauffeur, parce que là-bas, il y a quelque chose que je vais prendre là-bas. Je vais laisser là-bas, il y a quelque temps. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a? DMG, je commençais encore à prier. Après quelques instants, nous sommes dans la maison du chauffeur, on est arrivé, on est descendu de la voiture. Toute la famille du monsieur était contente. Ça va, comment vous allez? Il saluait le gars comme si que le gars était un prince. Le gars, je vais le surnommer Daouda. Comment tu vas, Daouda? Ça va? Oui, c'est ta femme. Ok, mais comment vous allez? Asseyez-vous. Attendez, je vais vous amener quelque chose à manger. Vous connaissez l'hospitalité sénégalaise. Il aime trop donner à manger ou à boire. La dame a amené un grand bol de riz avec des boissons. Madame, moi, j'ai dit non, j'ai jeûné. Il dit, ah oui, tu as jeûné, ok. Après, le gars et le chauffeur ont commencé à manger. Quand ils ont fini, 10 minutes après, on s'est remis en route. Quand on est rentré dans la voiture, le gars m'a dit, pourquoi tu n'as pas mangé? Tu dis que tu as jeûné alors que tu n'as pas jeûné. Je lui ai dit, non, c'est rien. Il dit, ok. Après, on continue la route. Sur la route, il y avait une station. Le gars était descendu. Il m'a acheté à manger une grande pizza, des boissons, des cookies. Tout, il m'a donné, j'ai mangé. Et quand j'ai bien mangé, tu connais comme on dit, ventre plein, nègre content. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis une musique. La durée de musique était 4 minutes 36. DMG, quand j'ai mis mon écouteur et j'ai activé la musique, même pas 30 secondes, je me suis endormie. Un sommeil très lourd. DMG, quand j'ai fermé les yeux, j'ai dormi même pas 3 minutes. Je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, on était à l'entrée de Dakar. J'ai dit, hé, mais c'est quoi ça? Le chauffeur dit quoi? J'ai dit, hé, on est à Dakar. Il dit oui. J'ai regardé mon téléphone. La musique n'était pas encore terminée. La musique était censée terminer. La musique était de 4 minutes 36. Quand j'ai dormi et je me suis réveillée, la musique n'était pas encore terminée. La musique était en cours de 2 minutes 20. J'ai stoppé la musique, j'ai pris mon téléphone, j'ai remis dans mon sac. J'ai dit, mais vous là, moi j'ai dormi seulement 2 minutes. Il dit, non, tu as dormi presque 1 heure et quelques minutes. J'ai dit, c'est pas vrai, j'ai dormi seulement 2 minutes. Ils se sont mis à rire. Toi là, tu délires. J'ai dit, ok. Il dit, tu vis dans quel quartier? Je les ai montrés. Ils m'ont déposé devant ma maison. Et quand je m'apprêtais à partir, je remerciais le monsieur.
le monsieur me donne une enveloppe de 200 000. Il me dit, je sais que tu as des dettes. Prends ça et tu payes tes dettes. Le reste, tu le prends. Je lui dis, ok, merci. Il dit, donne-moi tes mains. J'ai donné mes mains. Il a prié pour moi, prié. Et il a dit, va en paix. Reste sage et va en paix. J'ai dit, quoi? Va en paix comme si que je meurs. Il dit, non, non, non. J'ai dit, tu vas en paix. J'ai pas dit que tu meurs, mais il y aura rien de mal qui. Parce qu'il y avait quelque chose de mal qui te guettait toute la route. Mais je t'ai sauvé. J'ai dit, ok, comme si que rien n'était. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Je suis descendue et je suis entrée dans la maison. Je me suis lavée, j'ai dormi jusqu'au matin. Mais après le matin, j'ai dit, hé, tout mon esprit est venu. J'ai dit, hé, ça c'est quoi? Après, je me suis rappelé de tout. Quand il me disait, il y avait quelque chose qui était sur la route, qui te guettait, il te voulait du mal, je t'ai protégé. Et quand aussi je me suis rappelé de la musique que j'avais activée, la musique qui était 4 minutes 36, mon sommeil de 2 minutes, je sais pas la morale de l'histoire, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Une route qui devait normalement être trajet de 1h40 minutes, 1h30 minutes. Hein? On a fait de trajet de 2 minutes. Non, c'est trop bizarre. Depuis toujours, je pense à ça. Mais comme le gars avait dit qu'il me protégeait, je me suis dit aussi que c'est mon ange gardien. Depuis lors, je ne l'ai pas revu. Je n'ai pas entendu rien. Merci DMG, c'est mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Coucou, salut la famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Joyeux Noël à tous et bonne fête des fins d'année à tout le monde. Je suis là, je vais vous conter l'histoire qui m'est arrivée en décembre 2022. Famille, je vous en prie, faites vraiment attention à ces temps-ci là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des proies pour pouvoir alimenter leur pouvoir. Dans les sectes, il y a plusieurs manières de chercher des proies, tout comme physiquement, à travers l'argent, sur les réseaux sociaux aussi. En fait, l'histoire qui m'est arrivée, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Je suis ivoirienne. Je ne vais pas dire le nom de la personne pour garder l'anonymat, pour ne pas que les gens prennent ça pour dire qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Non, non. Ce sont des personnes qui utilisent les noms des stars, les personnes célèbres pour arnaquer les gens, pour sacrifier les gens aussi. Et c'était mon cas. Un jour, j'étais couchée là et j'ai reçu une invitation sur Facebook. Donc je suis partie. Dès que j'ai vu le nom et la photo, je me suis dit waouh, moi, une star m'envoie une invitation, ça doit être intéressant. Donc j'ai accepté l'invitation et on a eu à échanger. Elle m'a posé des questions, j'ai répondu à ces questions. Et du coup, elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit, besoin d'aide, c'est-à-dire. Elle me dit non, financièrement. J'ai dit oui, mais pour le moment, je ne suis pas intéressée parce que je ne manque de rien. Mes parents sont là et on me donne tout ce que je veux. Elle me dit ok. Mais elle veut me faire juste un petit cadeau, juste un don pour pouvoir aider les pauvres et les personnes démunies. Et bien, qu'est-ce à travers moi, elle peut réussir à faire cela. Elle dit comment ça? Elle dit qu'elle a l'habitude de faire des dons de 600 000, 800 000, voire même 1 million. Elle dit waouh, c'est beaucoup d'argent ça. Elle me dit non, que ce n'est rien. Moi, elle veut me donner 600 000. Ou bien si c'est trop petit, elle va me donner à 2 millions. Elle dit pourquoi faire?
Elle me dit non, que c'est très simple. Lorsqu'elle va m'envoyer l'argent, moi je ne vais pas bouffer l'argent, hein. Je ne vais pas utiliser l'argent. Je vais prendre cet argent-là, je vais aller partager ça aux mendiants. Est-ce que vous voyez? Aux mendiants, je vais distribuer tout l'argent et moi-même, je ne vais pas utiliser. Il dit, comment ça se fait ça? Elle me dit non, que c'est très simple. Lorsque j'ai fini de partager les 1 million, 2 millions comme ça, le même jour, le lendemain, je vais recevoir la même somme, voire même le double. J'ai dit, moi je ne peux pas accepter ça. Parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas. Donc du coup, je ne suis plus intéressée. Je n'ai jamais été intéressée. Je ne serai jamais intéressée. Et je ne veux même pas être intéressée. La dame commence à me supplier. Il dit non. Elle dit ok. Et elle veut mon numéro WhatsApp pour pouvoir échanger avec moi. Il dit, si c'est à cause de l'argent là, si ça fait de ton argent là, je ne vais pas te donner mon numéro WhatsApp. Et s'il te plaît, de grâce, laisse-moi respirer. Elle dit non, elle veut être juste mon amie. Il dit ok. Donc du coup, j'ai envoyé mon numéro WhatsApp. Elle a commencé à m'envoyer des messages, des vidéos, quoi. Yeah. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. J'ai dit ok. Il dit madame, vous avez dit que vous êtes pasteur. Moi, je ne suis pas contre les pasteurs. Mais vous, votre don là, je ne suis pas intéressée. La dame commence à me supplier. En fait, photo de la dame et le nom de cette dame, c'est une Ivoirienne, artiste chanteuse à l'époque. Maintenant, elle est devenue pasteur. Je crois bien que les Ivoiriens vont se reconnaître dans ça. Elle est devenue pasteur. Mais c'est pas elle-même. Ce n'est pas elle-même. C'est une autre personne qui s'est fait passer pour la dame juste pour pouvoir arnaquer des personnes. Et il y a plein comme ça. Ils utilisent le nom et photo des personnes célèbres, des artistes, pour pouvoir arnaquer les personnes, pour pouvoir avoir leur proie. Donc de grâce, je vous en prie, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Les stars qui vous envoient des invitations et qui vous proposent des grosses sommes, faites attention. Ce ne sont pas ces personnes-là. Ce sont d'autres personnes qui utilisent ces personnes pour pouvoir avoir leur proie. Et c'était mon cas. La dame a commencé à m'harceler. Elle m'a appelé, appel sur appel. Il dit j'ai eu peur. J'ai éteint mon téléphone. Malgré que mon téléphone était éteint. Mais ça a sonné. Je vois le numéro de la dame qui a affiché. Il dit Seigneur. Il me suis mis dans quoi comme ça. Et j'ai commencé à prier. J'ai pris ambition. J'ai pris ma natte de prière. J'ai commencé à prier, réciter des sourates. Et dit, j'ai rêvé à la dame la nuit quand je m'endors comme ça, je rêve à la dame. Il dit, Dieu, c'est quoi ça là? Il dit, si moi qui dans ça là, fait des stars ou star m'envoie invitation et puis moi je vais accepter ça. Plus jamais de la vie. Et du coup, j'ai laissé la dame comme ça. Et quand elle m'appelle, je ne prends pas ses appels, elle m'envoie un message, j'ai fait vu ignorer jusqu'à elle m'amène à cesser de m'appeler. Donc c'est pour vous dire quoi? Si moi j'avais accepté l'offre de la dame, qu'est-ce qui allait m'arriver? Est-ce qu'aujourd'hui je serais en train de vous dire ce qui s'était passé? Jamais. Peut-être que je serais ailleurs. Qui sait? Ou bien l'argent que si je prenais l'argent avec elle pour distribuer aux pauvres personnes, aux mendiants là, peut-être même que je serais devenue folle, ou bien ces personnes allaient avoir d'autres problèmes, ou bien ces personnes seraient sacrifiées comme ça, ou bien c'est mon âme que j'avais vendue. C'était en plein décembre. Donc, je vous en prie, faites vraiment attention. Faites beaucoup attention sur les réseaux sociaux.
Voilà. Donc, c'était mon histoire. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. À la prochaine. Surtout, bonne fête. Et soyez sages et prudents. Que Dieu veille sur nous tous. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir, la grande famille DNG. Bonsoir, DNG. N'oublions pas de commenter, de partager et de liker. Cela permet de sensibiliser et de sauver les âmes. DNG, cela fait très longtemps que je vous écoute. Depuis l'émission 171, j'ai toujours voulu vous conter l'une de mes histoires, mais hélas, j'hésitais. Aujourd'hui, j'ai pris le courage et je vais vous conter parmi les plusieurs histoires. L'histoire que je vais vous conter est celle de ma mère qui s'est passée au Ghana. Ma mère est une Ghanéenne, mais elle vit en Côte d'Ivoire. Ma mère me a dit que, à l'époque, elle avait moi et mon grand frère qui étaient sur sa main. Et chaque année, elle partait au Ghana, aller saluer la famille, fêter et revenir en Côte d'Ivoire. Et l'année où elle partait au Ghana, moi j'étais bébé et mon frère avait environ 2 ans. Elle dit quand elle arrivait à Takoradi, de Takoradi pour arriver à commencer, à l'époque il fallait prendre le train. Et quand elle est montée dans le train, son voisin de cabine était un garçon, un monsieur, que nous allons lui donner le nom de François. Et dans le train, mon frère jouait patron à m'aider François. Quand ma maman a attrapé mon frère pour ne pas que mon frère parte à m'aider monsieur François, monsieur François disait à ma maman, non madame, laissez-le, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait, laissez-le jouer. Et après, monsieur François qui demande à ma mère, madame, est-ce que vous me reconnaissez? Ma mère dit, non, je ne vous reconnais pas. Il dit, ah, moi je vous connais madame. Vous vous appelez, je donne un nom d'emprunt à ma maman, vous vous appelez Gisèle et que vous êtes la fille de telle famille. Moi, je m'appelle François et je suis le fils de telle famille. Nous venons tous dans le même village. Ma mère lui répondit, ah ok. Bon, comme je suis sortie aussi vite, ça fait que j'ai oublié les gens du village. Bon, Dieu merci alors, cela tombe bien. Nous allons faire la route ensemble. Parce que c'est pas facile avec les 2 enfants en bas âge de ma mère, avec tout ce trajet. Et ma mère et monsieur François font le trajet ensemble. À chaque arrêt, le monsieur même descendait, il achetait la nourriture, les pains, de l'eau, et il apportait pour donner à moi et mon frère et ma mère. Ma mère avait fait une remarque que le monsieur ne mangeait pas. Et monsieur François avait 2 sacs à main. Et M. François, arrivé à une gare où les gens devaient descendre, se soulager, M. François, il prend un sac, il remet à ma maman, il dit à maman, ah, Julienne, attrape ce sac pour me donner. Et l'autre sac, quand M. François a ouvert le sac, c'était rempli de liasses d'argent. Il dit, l'autre sac, c'est de l'argent, donc je vais tenir ça dans la main. Mais le deuxième sac, ce sont seulement que les savons, les provisions pour la famille. Donc je vais descendre, me soulager un peu. Ma mère prend le deuxième sac où ce sont des provisions, elle met auprès d'elle. Monsieur François descend avec le sac où il y avait de l'argent. Parce que ma mère disait qu'à l'époque, quand tu voyageais, et surtout quand tu venais de la Côte d'Ivoire avec des yasses, des billets, des CFA, la police gagnait te fatiguait. Donc il fallait cacher tes francs CFA pour ne pas que la police te fatigue. Donc elle a pris ça comme cela. Parce que franchement, l'argent était beaucoup. Elle n'a pas trop prêté attention. Parce qu'elle-même avait de l'argent sur elle qu'elle avait caché aussi. Et M. François est descendu à une gare, la dernière gare avant d'arriver à leur terminus. Et M. François est resté là-bas. Ma maman disait qu'elle est descendue aussi. Et après, quand elle est remontée, le train a démarré. Elle a remarqué que M. François n'était pas dans le train. Elle a commencé à le chercher. Elle a dit aux gens, non, moi j'avais mon frère qui était là, je ne vois pas mon frère. Ah, c'est qu'elle est restée, le train est parti, c'est loin de la gare, le train est parti pour le laisser. Donc elle était là et elle a vu dans le même train, elle a croisé encore une connaissance qui était sa tante, la tante à ma maman. Elle a dit, ah, que j'étais avec M. François
le fils de telle personne, mais le train est parti pour le laisser. Mais la tante en question de ma mère, elle ne venait pas du même village avec où ma maman partait. Elle était d'un autre village. C'est la cousine à la maman de ma maman. Et la cousine à la maman de maman dit à ma maman, bon, ça arrivait beaucoup souvent quand elle descend à la gare, il se loin et le train va plus laisser. Bon, comme ce n'est plus loin, c'est l'avant-dernier arrêt, sans doute il va prendre un taxi et puis il va venir vous trouver dans la gare ou bien il va te trouver au village. Donc, maman dit, bon, comme de toute façon, il m'a dit de quelle famille il venait. Je connais chez lui au village, donc arrivé là-bas, je vais aller rendre son sac. Et ma mère arrivée au village, elle a dit le lendemain, quand la famille a commencé à déballer les effets, la soeur de ma maman a pris le sac du monsieur. Et ma mère lui dit, non, ne touche pas le sac. Le sac, c'est pas pour moi, ça appartient à monsieur François, le fils de telle famille. Et la grand-mère à ma maman, à l'époque, et la maman à ma maman demande, tu parles de quel fils de quel François ça? Elle dit non, que j'ai pris le train avec monsieur François, qui était le fils de telle famille. Il m'a dit qu'il venait ici. Parce qu'il était en Côte d'Ivoire aussi. Il dit qu'il était dans une ville qui s'appelait Agny-Bleu-Cros et qu'il retournait au village pour se faire soigner parce qu'il avait mal à la poitrine, il toussait. Puisque quand on venait ensemble, il toussait en route. Et ma maman disait que sa grand-mère et sa maman l'ont regardé. Elle dit bon d'accord, qu'il pose le sac à côté. Le soir, nous allons partir dans la famille de monsieur François en question et nous allons rendre le sac. Et le soir, ils ont oublié. Donc c'est le lendemain, sa grand-mère, la grand-mère, ma maman lui dit, bon viens, porte le sac. Allons voir la famille dont tu parles de monsieur François. On va rendre le sac. Ils vont à la famille. Dès qu'ils arrivent, ils voient, il y a la photo de ce François qui est collé au mur. Et ma maman dit à sa grand-mère, grand-mère, voici monsieur François dont je parlais. Ma grand-mère lui demande, ah, c'est de ce François que tu parles? Elle dit oui. Ma grand-mère dit, ok, c'est d'accord, j'ai compris. Dépose le sac. Je vais saluer son papa, puisqu'il paraît que son papa n'est pas là. Je vais laisser la commission et après, on va revenir. La grand-mère prend le sac et dépose le sac en famille, puisque le père et la mère de M. François n'étaient pas là. Elle dépose le sac et dit, bon, attrapez ce sac. Si le père et la mère de M. François venaient, dites-lui que c'est moi qui suis venu déposer le sac, moi, la grand-mère de telle personne est venue déposer le sac, que je vais revenir après. Et la grand-mère prend ma maman. Elle va avec ma maman à la maison, elle demande à ma maman, ah, tu dis que tu as croisé M. François où? Elle dit oui, on a pris le train ensemble. Et dans le train même, M. François ne se sentait pas trop bien. Il avait sa poitrine qui le faisait mal, il toussait. Il m'a dit qu'il était en Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelait Agny-Bleu-Cros. Donc comme ça ne va pas, il a la toux, il revenait au village pour se faire soigner. Ma maman dit d'accord, assieds-toi, je viens. Ma maman va maintenant l'appeler. Elle appelle sa soeur avec un autre monsieur qui vient et dit, ah bon, c'est comme ça on te dit, il ne faut pas avoir peur. Le monsieur François en question dont tu parles, il est décédé. Il a eu un accident, il partait déposer de l'argent à la banque. Et l'accident qu'il a eu, il a cogné un arbre et l'arbre a percer les vitres de la voiture, rentrer dans sa poitrine, sortir de l'autre côté. Voici pourquoi quand il te disait dans le train qu'il avait mal à la poitrine, c'était pour cela. Et il avait de l'argent, tu dis oui, il avait de l'argent. Ma maman dit oui, qu'il avait de l'argent, beaucoup d'argent, dit oui, que c'était de l'argent parce que son papa était un planteur de café cacao. C'est l'argent de la récolte qu'ils ont vendu, qu'il partait de poser l'argent à la banque. Et c'est en partant de poser l'argent à la banque, il a eu l'accident et qu'il est mort sur le champ. Donc peut-être même qu'il a voulu même remettre l'argent à ma maman pour que ma maman retourne avec cela au village. Mais parce que quand il a fait l'accident, quand la famille est allée sur le lieu de l'accident, ils n'ont pas retrouvé l'argent. Mais la famille savait très bien, le papa de M. François savait très bien que son fils partait à la banque, allait déposer de l'argent. Mais arrivé sur le lieu de l'accident, François était mort, l'argent n'était plus là. Et c'est ainsi que la maman, elle était tombée, elle était étonnée, elle a eu peur. Elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai fait le chemin avec un révérend. Mais pourquoi est-ce qu'il a fui alors?
Ça, ma grand-mère dit, sans doute peut-être qu'il a dû voir quelqu'un. Maman dit, oui, c'est vrai. Parce que quand j'étais dans le train, j'ai croisé la soeur de maman qui m'a même remis du pain pour venir vous donner. Le pain, j'ai mangé ça en route. Donc, c'est la dame que le monsieur a vu qui allait le reconnaître. Et voici pourquoi M. François a disparu. Donc, en conclusion, c'est pour vous dire que, comme on le dit, les morts ne sont pas morts. Il y a des morts qui sont là, qui tournent jusqu'à ce que les jours arrivent. Et ils vont. Donc, voici mon histoire. J'espère que j'ai bien raconté ça et je reviendrai de toujours vous raconter encore d'autres histoires. J'en ai plein comme ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.